Les bulles de champagne dansaient dans ma flûte, scintillant comme des promesses brisées sous les lustres éclatants du salon. Mais ce soir, ce n'était pas une célébration, c'était une embuscade, un coup de poignard soigneusement orchestré par l'homme que j'avais aimé pendant 12 ans. Mes amis, si vous avez déjà senti votre cœur se déchirer en public, partagez cette douleur en laissant un commentaire avec le mot « trahison » ci-dessous. Likez cette histoire si vous voulez voir une femme reprendre son pouvoir face à l'humiliation. Je m'appelle Claire et ce soir-là, dans notre élégante maison du 16e arrondissement de Paris, je me tenais au milieu d'une foule d'amis, de collègues et de familles, tous réunis pour ce que Daniel, mon mari, avait appelé une « fête surprise ». J'avais passé la journée à me préparer, choisissant ma robe rouge bordeaux préférée, celle que Daniel disait toujours mettre en valeur mes yeux noisettes. Je voulais être à la hauteur, pensant naïvement que cette soirée serait une tentative de raviver la flamme de notre mariage, qui vacillait depuis des mois. Les rires fusaient, les verres s'entrechoquaient, et l'odeur du foie gras et des macarons flottait dans l'air. Mais quelque chose clochait. Daniel était nerveux, ses sourires trop forcés, ses regards fuyants. Je sentais une tempête approcher, mais je n'avais pas encore compris à quel point elle allait me dévaster. Autour de moi, les visages familiers semblaient ignorer le malaise qui me nouait l'estomac. Mon père, André, un homme de 70 ans à la santé fragile, était venu de Bordeaux, ses cheveux blancs soigneusement peignés, son costume impeccablement taillé. Il me lançait des regards inquiets, comme s'il percevait mon trouble. Ma meilleure amie, Emma, riait avec un collègue de ma galerie d'art, tandis que Laura, la sœur aînée de Daniel, une femme aux lèvres pincées et au regard calculateur, discutait avec animation près du buffet. Victor, l'associé de Daniel au cabinet d'avocats, se pavonnait avec une arrogance insupportable, un verre de whisky à la main, lançant des blagues douteuses qui faisaient ricaner quelques invités. Ces deux-là, Laura et Victor, semblaient partager un éditeur trop à l'aise, presque complices dans leur attitude. Je n'avais pas encore saisi à quel point leur présence allait amplifier ma chute à Théron. Daniel se plaça au centre de la pièce, son charisme naturel attirant tous les regards. Il portait la montre en or que je lui avais offerte pour nos 10 ans de mariage, un détail qui me poignarda le cœur plus tard, quand je compris son hypocrisie. « Mes chers amis, » commença-t-il, sa voix grave résonnant comme lors de ses plaidoiries au tribunal. « Merci d'être ici ce soir pour cette fête surprise. » Il me regarda, un sourire étrange sur les lèvres, un sourire que je connaissais trop bien, celui qu'il réservait au moment où il voulait convaincre sans révéler ses cartes. Mon cœur battait à tout rompre. Depuis des semaines, il était distant, multipliant les appels mystérieux, rentrant tard, prétextant des dossiers urgents. Quand je l'avais interrogé sur cette fête, il m'avait répondu avec un clin d'œil. « Fais-moi confiance, Claire, c'est une surprise. » J'avais voulu y croire, espérant un nouveau départ, une réconciliation. Quelle idiote j'avais été! Dis, vous vous demandez tous pourquoi nous sommes réunis ce soir, poursuivit-il, son ton théâtral montant d'un cran. Eh bien, j'ai une annonce importante à faire. Il marqua une pause, et c'est alors qu'elle apparut. Sophie, grande, blonde, la trentaine rayonnante, vêtue d'une robe verte émeraude qui soulignait ses courbes parfaites. Je la reconnus immédiatement, Sophie Laurent, la nouvelle associée du cabinet de Daniel, arrivée il y a 8 mois. Elle s'avança vers lui avec une assurance féline, un sourire triomphant aux lèvres, et prit sa main avec une familiarité qui me glaça le sang. « Voici Sophie, » annonça Daniel, sa voix vibrant d'une joie cruelle, la femme qui a redonné un sens à ma vie. Nous allons nous marier dès que notre divorce sera finalisé.
Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon verre trembla dans ma main, le champagne menaçant de se renverser, les invités, figés, échangèrent des regards gênés. Mon père, André, serra les poings, son visage blême de colère. Emma, ma meilleure amie, étouffa un cri, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Mais ce qui me transperça le cœur comme une lame fut le ricanement de Laura, la sœur de Daniel. Elle s'approcha de moi, son visage dégoulinant de fausse compassion. « Oh, Claire, je suis désolée, mais je savais depuis des mois. J'ai aidé Daniel à organiser cette soirée pour, disons, rendre la transition plus douce. » Sa voix mielleuse et son sourire narquois étaient insupportables. Elle, ma belle-sœur, celle qui m'avait accueillie dans la famille, m'avait trahi, complice de cette mise en scène abjecte. Et Victor, ce vautour, ajouta en riant. « Allez, Claire, ne fais pas cette tête. Tu devais bien te douter que Daniel voulait une femme avec un peu plus d'étincelles. » S'esmotte, comme une gifle, firent monter une rage brûlante en moi. Comment osait-il? Comment Daniel, l'homme qui m'avait juré fidélité devant nos proches, pouvait-il m'humilier ainsi? Devant mon père, mes amis et même mes collègues de la galerie, les applaudissements timides commencèrent, menés par quelques associés de Daniel, des hommes en costumes coûteux qui semblaient ravis du scandale. Mais la majorité des invités restaient pétrifiés. Emma s'approcha de moi, ses yeux brillants de larmes. « Claire, je ne savais rien, je te le jure, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je la crus, mais sa sincérité ne suffisait pas à apaiser la tempête en moi. Mon père, lui, ne bougeait pas, ses mains crispées sur sa canne, son regard fixé sur Daniel avec une fureur froide que je ne lui avais jamais vue. À 70 ans, il avait traversé des épreuves, mais voir sa fille unique humiliée publiquement était une blessure qu'il ne pouvait tolérer. Puis, un détail me frappa comme un coup de tonnerre. En passant près de la table où Daniel avait laissé son téléphone, je vis un message s'afficher brièvement sur l'écran. Le virement pour Sophie est fait. Vérifie que le compte de la galerie est clean. Mon sang se figea. La galerie, mon rêve, mon travail acharné, mon héritage professionnel. Daniel, cet homme que j'avais aimé, que j'avais soutenu dans ses ambitions, n'avait pas seulement trahi notre mariage, il avait osé toucher à mes finances, à mon avenir. La rage monta en moi, une vague incandescente qui menaçait de tout engloutir. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle, c'était une tentative de me dépouiller, de me réduire à néant. Laura, avec son sourire satisfait, Victor avec ses moqueries, Sophie avec son arrogance, et Daniel, portant ma montre comme un trophée de sa duplicité, ils avaient tous conspiré pour m'anéantir. Ah ouais! Je relevai la tête, mes yeux croisant ceux de Daniel. Il y avait dans son regard une lueur de défi, comme s'il savourait ma douleur. Mais il avait sous-estimé la femme qu'il avait épousée. Je n'étais pas la Claire docile qu'il imaginait. Quelque chose en moi s'éveilla, une force brute, nourrie par la colère et la trahison. Je serrai ma flûte de champagne, le cristal froid sous mes doigts, et pris une profonde inspiration. Ils voulaient un spectacle. Ils allaient en avoir un, mais pas celui qu'ils attendaient. Ce soir, j'allais transformer cette humiliation en une arme, et Daniel, Sophie, Laura et Victor allaient regretter d'avoir cru pouvoir me briser. La rage bouillonnait en moi comme une lave incandescente, prête à tout consumer sur son passage. Daniel, Sophie, Laura, Victor, leurs visages, leurs sourires hypocrites, leurs mots venimeux dansaient devant mes yeux, alimentant une colère que je n'avais jamais connue. Ils avaient cru pouvoir m'humilier, me réduire à une épouse docile et brisée. Mais ils allaient découvrir que j'étais bien plus qu'une victime. Ce soir,
dans ce salon illuminé par les lustres et les regards indiscrets, j'allais reprendre le contrôle, transformer leur mascarade en un champ de bataille où je serais l'architecte de leur chute. Nasigan. Je reposais ma flûte de champagne sur la table avec une lenteur délibérée, le claquement du cristal contre le bois résonnant comme un signal dans le silence tendu. Tous les regards convergèrent vers moi. Daniel, toujours au centre de la pièce, tenant la main de Sophie, fronça les sourcils, une lueur d'inquiétude traversant son visage. Il me connaissait assez pour sentir que quelque chose se préparait. Mais il était loin d'imaginer l'ampleur de ma riposte. Laura, avec son sourire narquois, et Victor, avec son air suffisant, semblaient encore savourer leur victoire. Mon père, André, me fixait avec une intensité nouvelle, ses yeux brillants d'une fierté silencieuse, comme s'il savait que sa fille allait se battre. Emma, ma meilleure amie, serrait ma main, son souffle court trahissant son appréhension. Mes chers amis, commençai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Merci à Daniel pour cette soirée mémorable. Je marquai une pause, laissant mes mots planer dans l'air comme une menace. Il a raison, la vie nous réserve parfois des surprises. Et ce soir, j'ai moi aussi une annonce à faire. Les invités retinrent leur souffle. Sophie resserra sa prise sur la main de Daniel, son sourire triomphant vacillant légèrement. Laura croisa les bras, son regard défiant, tandis que Victor leva un sourcil, amusé, comme s'il s'attendait à une plainte pathétique. Je sortis une enveloppe de mon sac à main, celle que j'avais préparée ces dernières semaines. Depuis que j'avais engagé un détective privé, les soupçons m'avaient rongé bien avant ce soir, les parfums étrangers sur les chemises de Daniel, ses absences prolongées, ses conversations téléphoniques interrompues dès que j'entrais dans la pièce. J'avais voulu croire à des excuses, mais la vérité était là, brute et implacable. Permettez-moi de vous présenter quelque chose, continuai-je, brandissant l'enveloppe comme une arme. Voici le rapport d'un détective privé, engagé il y a 3 mois, quand j'ai commencé à comprendre que l'homme que j'aimais me trahissait. Un murmure parcourut l'assemblée. Daniel pâlit, sa mâchoire se crispant. Sophie tenta de garder son assurance, mais ses yeux trahissaient une panique naissante. Ce rapport, repris-je, contient les détails de la liaison de Daniel et Sophie, les dates, les lieux, les hôtels, les restaurants, même les messages qu'ils pensaient avoir effacés. Je lançai un regard glacial à Sophie. Vous pensiez être discrète, Sophie. Vous pensiez que vos rendez-vous dans des hôtels de luxe passeraient inaperçus. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je ne lui laissai pas le temps. Et toi, Daniel, tu croyais vraiment que je serais trop naïve pour voir clair dans ton jeu. Mais ce n'était que le début. Je me tournai vers l'assemblée, ma voix montant d'un ton, portée par une colère qui me donnait une force nouvelle. Ce n'est pas tout. Vous savez tous que je dirige une galerie d'art, un rêve que j'ai bâti avec mes propres mains. Ce que vous ne savez pas, c'est que Daniel, l'homme qui se tient là, rayonnant de sa prétendue honnêteté, a osé détourner des fonds de cette galerie pour financer la vie luxueuse de sa maîtresse. Un cri étouffé échappa à plusieurs invités. Emma serra ma main plus fort, ses yeux écarquillés d'indignation. Mon père frappa sa canne contre le sol, un geste de colère contenue. Victor, ce vautour arrogant, éclata d'un rire nerveux. « Oh, Claire, tu vas vraiment jouer la carte de la victime outragée. C'est pathétique. » Sa voix, dégoulinante de mépris, fit bouillir mon sang. « Pathétique, répétai-je, me tournant vers lui. Et toi, Victor, tu penses que je ne sais rien de ton rôle dans cette histoire? » Son sourire s'effaça instantanément. « Oui, Victor, continuai-je, implacable,
Le détective a découvert que tu as aidé Daniel à manipuler les comptes de la galerie. Tu as signé des virements, falsifié des factures. Tout ça pour que Sophie puisse s'offrir ses robes de créateur et ses week-ends à Saint-Tropez? Les invités s'agitèrent des murmures de choc et de dégoût emplissant la pièce. Victor tenta de protester, mais sa voix tremblait. C'est ridicule. Claire, tu n'as aucune preuve. Aucune preuve. Je sortis une liasse de documents de l'enveloppe, les brandissant avec assurance. Voici les relevés bancaires, les emails, les contrats falsifiés. Tout est là, Victor. Et tu veux savoir ce qui est encore plus intéressant? Je marquai une pause, savourant l'expression de panique sur son visage. Ces documents ont été envoyés ce matin à l'Ordre des avocats. Tu peux dire adieu à ta carrière, tout comme Daniel. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Victor recula, comme si je l'avais frappé physiquement. Daniel, lui, semblait sur le point de s'effondrer, ses yeux passant de moi à Sophie, cherchant une issue qui n'existait pas. Mais j'avais gardé le meilleur pour la fin. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, dis-je, ma voix vibrant d'une rage contenue. Il y a 3 mois, j'ai reçu une nouvelle qui a changé ma vie. Ma tante Béatrice, que Daniel méprisait et qualifiait de vieille excentrique, m'a légué sa collection d'art, une collection estimée à... Je fis une pause théâtrale, imitant le style de Daniel. 20 millions d'euros? Un hoquet collectif parcourut l'Assemblée. Et le plus beau son testament stipule que cet héritage m'appartient exclusivement, hors de toute communauté de biens. En d'autres termes, Daniel, tu n'auras rien, pas un centime. Sophie, qui jusqu'à présent avait tenté de maintenir une façade d'assurance, vacilla. Laura, la traîtresse, s'avança, son visage rouge d'indignation. « Claire, tu vas trop loin? » s'écria-t-elle. « Tu ne peux pas détruire la vie de mon frère comme ça. Il t'a aimé. Il a juste trouvé mieux ailleurs. » Sa phrase, d'une cruauté inouïe, fit l'effet d'une bombe. Emma bondit de sa chaise, pointant un doigt accusateur vers Laura. « Comment oses-tu? » Laura hurla-t-elle. « Tu savais tout. Tu as aidé à organiser cette humiliation. Et maintenant tu oses défendre ce monstre. » Mon père se leva à son tour, sa voix tremblante de colère. « Laura, tu es une honte pour cette famille. Ma fille méritait mieux que ta complicité dans cette trahison abjecte. » L'atmosphère était électrique. Les invités partageaient entre choc et indignation. Mais un nouveau coup de théâtre allait faire basculer la soirée dans une dimension encore plus scandaleuse. La sonnette de la porte d'entrée retentit, stridente, brisant le brouhaha. Daniel fronça les sourcils. « Tout le monde est déjà là, » marmonna-t-il. Je souris, un sourire froid et calculateur. « Pas tout à fait, Daniel. J'ai pris la liberté d'inviter un dernier guest. » Je me dirigeais vers la porte, sentant tous les regards sur moi. En ouvrant, je révélai un homme imposant, la cinquantaine, vêtu d'un costume sombre, le visage dur et les yeux brûlants de colère. « Bonsoir, » dis-je calmement. « Permettez-moi de vous présenter Richard Laurent. » Un murmure de confusion parcourut la pièce. Sophie devint livide, ses mains tremblant visiblement. « Richard, » balbutia-t-elle. « Qu'est-ce que... » L'homme entra, son regard fixé sur Daniel. « Monsieur Dubois, » dit-il d'une voix grave, « je suis Richard Laurent, le mari légal de Sophie. Oui, vous avez bien entendu, ma femme, qui n'a jamais divorcé, malgré ce qu'elle vous a fait croire. » Un cri étouffé s'éleva de l'Assemblée. Daniel lâcha la main de Sophie comme si elle l'avait brûlée. « Quoi? » s'exclama-t-il, se tournant vers elle. « Tu es mariée. » Sophie tenta de bafouiller une excuse, mais Richard la coupa net. « Oh, elle ne vous l'a pas dit! Comme c'est intéressant! »
elle ne vous a pas non plus dit qu'elle m'a soutiré des centaines de milliers d'euros pour financer votre petite aventure, n'est-ce pas? Il sortit un dossier de sa mallette, le jetant sur la table avec un claquement sec. Voici les preuves, Dubois, les virements, les messages, les réservations d'hôtels. Et savez-vous ce qui arrive aux avocats qui séduisent l'épouse d'un homme comme moi? Richard se tourna vers l'Assemblée, sa voix tonnant comme un verdict. Je suis propriétaire d'une des plus grandes entreprises de BTP de Paris. J'ai des contacts au barreau, dans la magistrature, partout. Votre carrière, Dubois, est terminée. Et toi, Sophie, tu vas répondre de tes actes devant un tribunal. Il se tourna vers moi, un éclair de respect dans les yeux. Madame Claire, je suis désolée pour ce que vous avez subi, mais je vous promets que justice sera faite. Les invités étaient désormais dans un état de stupeur totale. Emma, les larmes aux yeux, murmura « Claire, tu avais raison de te méfier. » Mon père, toujours debout, frappa à nouveau sa canne contre le sol. « Daniel, tu es une honte, rugit-il. Non seulement tu trahis ma fille, mais tu te fais manipuler par une femme mariée. » Laura, désespérée, tenta une dernière défense. « Richard, vous ne pouvez pas détruire la vie de mon frère comme ça. C'est Claire qui… » Mais elle fut interrompue par une voix inattendue, celle d'Isabelle, ma collègue conservatrice au Musée d'art moderne. « Ingician. »« Ça suffit? » Laura lança Isabelle, se levant avec une autorité rare. « Tu veux parler de détruire des vies? Parlons de ce que tu as fait. » Elle se tourna vers moi, son regard brûlant de colère. « Claire, il y a 6 mois, Laura est venue me voir à la galerie. Elle m'a posé des questions sur tes finances, sur la valeur de ta galerie, sur l'héritage potentiel de ta tante Béatrice. Elle m'a dit qu'elle voulait protéger Daniel en cas de divorce. Un hoquet collectif parcourut la pièce. Protéger, continua Isabelle. Implacable. Non, elle préparait le terrain pour que Daniel et Sophie te dépouillent. Tin. Laura recula, son visage cramoisi. « C'est faux, cria-t-elle. Je voulais juste. » Mais personne ne l'écoutait plus. Les invités, autrefois partagés, se tournaient maintenant contre elle. Daniel et Sophie. Victor, sentant le vent tourner, tenta de s'éclipser discrètement, mais Emma l'intercepta. « Où vas-tu? » Victor lança-t-elle. « Sarcastique. Tu ne veux pas rester pour voir la fin du spectacle que tu as aidé à monter? » Je repris la parole, ma voix désormais un mélange de colère et de triomphe. Vous pensiez tous que j'étais faible, que j'allais m'effondrer. Mais ce soir, c'est vous qui tombez. Daniel, tu as trahi notre mariage, détourné mon argent, et tu t'es laissé manipuler par une femme qui n'a jamais été libre. Sophie, tu as cru pouvoir me voler ma vie, mais tu n'as fait que révéler ta propre cupidité. Laura, tu as trahi la famille que tu prétendais chérir. Et Victor, toi, tu as vendu ton intégrité pour quelques miettes de pouvoir. Je levai ma flûte, imitant le geste théâtral de Daniel au début de la soirée. À la vérité, à la justice et à ma nouvelle vie, sans vous tous. Les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis de plus en plus nourris, menés par Emma, mon père, et Isabelle. Même Richard inclina la tête en signe de respect. Daniel, Sophie, Laura et Victor restèrent figés, leurs visages décomposés par l'humiliation. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Cette soirée n'était que le début d'une bataille plus vaste. Sophie, acculée, murmura quelque chose à l'oreille de Daniel, qui la repoussa avec dégoût. Laura s'effondra sur une chaise, pleurant bruyamment, mais personne ne vint la consoler. Victor, lui, quitta la pièce en trombe, son arrogance brisée, assis. Alors que les invités commençaient à se disperser,
certains venant me murmurer des mots de soutien, d'autres évitant mon regard. Je sentis une main sur mon épaule. C'était M. Thompson, un expert en art que j'avais contacté pour évaluer la collection de Béatrice. « Claire, dit-il à voix basse, nous devons parler de l'héritage. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Les œuvres de votre tante, elles valent bien plus que 20 millions. Et il y a une clause dans son testament que vous n'avez pas encore lue. » Mon cœur s'emballa. Une clause, plus de 20 millions. Alors que je m'apprêtais à lui demander des détails, un cri retentit à l'entrée. Richard, qui s'apprêtait à partir, venait de saisir Daniel par le col. « Tu croyais pouvoir t'en tirer comme ça, rugit-il. Son poing levé, tu vas payer pour chaque centime que tu m'as volé. » Les invités se figèrent, et je compris que cette soirée, déjà explosive, allait basculer dans un chaos encore plus grand. Daniel, terrifié, balbutia des excuses, mais Richard n'écoutait pas. Sophie, en larmes, tenta de s'interposer, mais son mari la repoussa. « Toi, tais-toi, tu as détruit assez de vies comme ça? » Je regardais la scène, partagée entre la satisfaction de voir mes bourreaux s'effondrer et une étrange pointe de pitié. Mais la colère l'emporta. Ils avaient voulu me détruire, et maintenant, ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Cette soirée n'était pas la fin, mais le début de ma vengeance, de ma renaissance. Et avec l'héritage de Béatrice, j'avais désormais les moyens de faire tomber tous ceux qui avaient osé me trahir. La colère qui m'habitait était comme un feu inextinguible, attisé par chaque trahison, chaque mensonge, chaque regard de pitié ou de mépris que j'avais enduré ce soir-là. Daniel, Sophie, Laura, Victor, ils avaient tous conspiré pour me briser, mais ils avaient sous-estimé la force d'une femme trahie. Dans ce salon transformé en arène, où les éclats de voix et les révélations avaient fait voler en éclats leur façade d'arrogance, j'avais repris le contrôle, mais la bataille était loin d'être terminée. Alors que Richard, le mari de Sophie, traînait Daniel par le col, menaçant de le détruire, je sentais que cette soirée n'était qu'un prélude à une guerre plus vaste. Ils avaient voulu me réduire à néant. Maintenant, ils allèrent découvrir ce qu'il en coûtait de s'attaquer à Claire Dubois. Les invités, figés par le chaos, regardaient Richard, rouge de colère, secouer Daniel comme une marionnette. « Tu croyais pouvoir séduire ma femme, voler mon argent et t'en tirer sans conséquences, » rugit-il, son poing toujours levé. Sophie, en larmes, s'effondra sur une chaise, son maquillage coulant sur ses joues, sa façade de femme fatale réduite à une silhouette pathétique. Daniel, le visage tuméfié par la confrontation, balbutiait des excuses incohérentes, cherchant désespérément une échappatoire. Laura, la traîtresse, sanglotait bruyamment, implorant Richard de laisser son frère tranquille. Mais personne ne l'écoutait. Victor, lui, avait disparu, probablement terrifié par les conséquences de ses propres actes. Mon père, André, se tenait à mes côtés, sa canne serrée dans sa main tremblante, ses yeux brillants d'une colère froide. Emma, ma meilleure amie, me murmurait des mots de soutien, mais je sentais son indignation vibrer dans sa voix. « Claire, il méritait tout ça, » chuchota-t-elle. « Tu es incroyable. Ah, diabillé, aïe, c'est caille. » Je me tournai vers Miss Thompson, l'expert en art, qui venait de me parler de la clause mystérieuse dans le testament de ma tante Béatrice. « De quoi parlez-vous? » demandai-je, ma voix coupante, encore chargée de la rage qui me consumait. « Quelle clause? » Il ajusta ses lunettes, jetant un regard prudent à la scène chaotique autour de nous. « Allons dans un endroit plus calme, » suggéra-t-il. « Ce que j'ai à vous dire va changer beaucoup de choses. » Je hochai la tête,
lançant un dernier regard à Daniel, toujours aux prises avec Richard, et à Sophie, qui semblait sur le point de s'évanouir. Laura, elle, continuait de crier des excuses inutiles, mais son hypocrisie ne faisait qu'alimenter ma fureur. Ils avaient voulu me humilier publiquement. Maintenant, ils allaient payer le prix de leur arrogance. Aïcha dit. Nous nous retirâmes dans une petite pièce adjacente, loin des regards indiscrets. Thompson ouvrit une mallette en cuir et en sortit un document jauni. Orné de l'écriture élégante de ma tante Béatrice, « Votre tante était une femme visionnaire. Commença-t-il. Elle avait prévu que votre mariage pourrait connaître des turbulences. Dans son testament, elle a inclus une clause spécifique en cas de divorce causé par l'infidélité de votre conjoint. Vous recevez une donation supplémentaire de 5 millions d'euros, prélevée sur ses comptes bancaires à Genève. » Je restais bouche bée. 20 millions pour la collection d'art, et maintenant 5 millions de plus. Ce n'est pas tout, ajouta-t-il, un sourire discret sur les lèvres. Les experts que j'ai consultés estiment que certaines œuvres, notamment un Monet inédit et des dessins de Picasso, pourraient atteindre 30 millions à elles seules après une exposition publique. 30 millions! Le chiffre résonna dans ma tête comme un coup de tonnerre. Ma tante Béatrice, cette femme excentrique que Daniel avait toujours dénigrée, avait non seulement assuré mon avenir, mais m'avait donné les armes pour écraser ceux qui m'avaient trahi. Pourtant, la colère en moi ne s'apaisait pas. Elle était alimentée par l'idée que Daniel, Sophie, Laura et Victor avaient cru pouvoir me dépouiller, non seulement de mon mariage, mais de mon héritage, de mon identité. Merci, me Thompson, dis-je, ma voix tremblante de rage contenue. Je veux que cette collection soit exposée au Centre Pompidou. Je veux que le monde sache qui était Béatrice. Et je veux que Daniel et ses complices voient ce qu'ils ont perdu. Mais avant que je puisse m'organiser, un nouveau scandale éclata. De retour dans le salon, je trouvais Laura en train de hurler au téléphone, son visage déformé par la panique. « Tu ne peux pas faire ça, Mark! » cria-t-elle, avant de raccrocher brutalement Mark. Un cousin de Daniel, un homme d'affaires véreux que j'avais toujours évité. Les invités, encore sous le choc, se tournèrent vers elle. Emma, toujours à mes côtés, croisa les bras. « Qu'est-ce que tu as encore fait, Laura? » demanda-t-elle, son ton cinglant. Laura, les yeux exorbités, tenta de se défendre. « Rien, c'est juste un malentendu. » Mais son mensonge était aussi transparent que sa trahison. C'est alors qu'Isabelle, ma collègue du musée, s'avança, un sourire glacial aux lèvres. Un malentendu. Vraiment, dit-elle, brandissant son téléphone, parce que je viens de recevoir un message de Marc. Il m'a dit que tu l'as contacté il y a 2 semaines pour lui demander de répandre des rumeurs sur la collection de Béatrice, prétendant qu'elle était frauduleuse. Un cri collectif s'éleva. Mon père frappa le sol de sa canne, sa voix tremblante de fureur. « Laura, tu es un serpent? Comment oses-tu salir la mémoire de Béatrice pour protéger ton frère? » Laura, acculée, éclata en sanglots. « Je voulais juste éviter que Claire ne prenne tout. » Daniel mérite une part de cet héritage. Ces mots furent comme une gifle. Daniel, l'homme qui m'avait trahi, qui avait détourné mes fonds, qui m'avait humilié devant nos proches, méritait quelque chose. La rage monta en moi, si intense que je sentis mes mains trembler. Mérité, hurlai-je, ma voix résonnant dans la pièce. Daniel mérite d'être traîné dans la boue pour ce qu'il a fait. Et toi, Laura, tu es aussi coupable que lui, tu as conspiré avec lui, avec Sophie, avec Victor et maintenant avec Marc pour me détruire. Les invités,
désormais pleinement de mon côté, murmurèrent leur indignation. Emma s'avança, pointant un doigt accusateur vers Laura. « Tu es pathétique, Laura. Tu as trahi Claire, ta propre belle-sœur, pour un homme qui ne respecte personne. » Mais le pire était encore à venir. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et une femme entra, élégante, la cinquantaine, vêtue d'un tailleur noir impeccable. « Bonsoir, dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. Je suis Maître Clairaut, avocate spécialisée en droit des successions. Claire, j'ai été contactée par Ms. Thompson ce matin. » Elle brandit une liasse de documents. « J'ai ici les preuves que Daniel et Victor ont tenté de contester le testament de Béatrice il y a 1 mois, en prétendant que vous étiez inapte à gérer cet héritage. Ils ont même engagé un faux expert pour dévaluer la collection. » Abissostai. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Daniel, toujours sous l'emprise de Richard, sembla se décomposer. « Ce n'est pas vrai, » balbutia-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Maître Clairaut continua, implacable. « Oh, si, c'est vrai, et ce n'est pas tout. J'ai découvert que Laura a fourni des informations confidentielles sur vos finances à Marc, qui prévoyait de revendre certaines œuvres au marché noir si le testament était annulé. » Laura s'effondra, ses sanglots redoublants. « Je ne voulais pas, je voulais juste protéger Daniel, » cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans le mépris général. Richard, qui avait relâché Daniel, se tourna vers Sophie. « Et toi, ma chère épouse, tu étais au courant de tout ça, n'est-ce pas? Tu as aidé Daniel à planifier cette fraude, pensant que tu pourrais mettre la main sur l'héritage de Claire. » Sophie, désormais brisée, secoua la tête. « Non, Richard, je te jure. » Mais il la coupa net. « Assez de mensonges. J'ai déjà contacté mon avocat. Tu vas perdre tout ce que tu as, et je m'assurerai que tu ne revois jamais un centime de mon argent. » Astas de. Je regardais cette scène, mon cœur battant à tout rompre. La colère, la douleur, l'humiliation, tout se mêlait en un tourbillon qui me donnait une force presque surnaturelle. « Vous avez tous cru que j'étais faible, » dis-je, ma voix résonnant comme un verdict. « Vous avez cru que vous pouviez me voler ma vie, ma dignité, mon avenir, mais ce soir, vous avez perdu. » Je me tournai vers Daniel. « Toi, tu as trahi notre mariage, détourné mes fonds et tenté de salir l'héritage de ma tante. » Puis vers Sophie. « Toi, tu as manipulé un homme marié tout en cachant ton propre mariage. » Vers Laura. « Et toi, tu as trahi ta famille pour une cause indéfendable. » Enfin, vers l'endroit où Victor s'était tenu avant de fuir. « Et Victor, où que tu sois, sache que ta carrière est finie. » Les applaudissements éclatèrent à nouveau, plus forts, plus sincères, menés par Emma, mon père, et même certains invités qui avaient hésité au début. Maître Clairaut me tendit une carte. « Claire, nous devons organiser la procédure de divorce et protéger votre héritage. Avec ces preuves, Daniel n'a aucune chance. » Je hochai la tête, sentant une vague de satisfaction m'envahir. Mais, au fond de moi, la colère ne s'éteignait pas. Ils avaient voulu me détruire, et même si j'avais remporté cette bataille, je savais que Daniel ne s'arrêterait pas là. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Maître Clairaut et M. Thompson m'aidèrent à préparer l'exposition de la collection de Béatrice au Centre Pompidou. Les œuvres, dont un Monet inédit et des dessins de Picasso, firent sensation avant même l'ouverture. Mais un matin, alors que je finalisais les détails avec François Moreau, le directeur du musée, un article parut dans la presse. La collection frauduleuse de Claire Dubois, une héritière manipulatrice. Le titre, venimeux, était signé par un journaliste connu pour ses liens avec Marc.
le cousin de Daniel. L'article affirmait que les œuvres de Béatrice étaient des faux et que j'avais orchestré une fraude pour m'enrichir. La rage me submergea à nouveau. Daniel, même après sa déchéance, osait encore m'attaquer, et Laura, fidèle à sa perfidie, avait alimenté ses rumeurs en divulguant des détails intimes sur notre mariage, y compris des lettres personnelles que j'avais écrites à Daniel des années plus tôt, où je confessais mes doutes et mes insécurités. Les voir publiées, exposées au monde entier, était une nouvelle humiliation, un coup bas qui ravivait ma fureur. « Ils ne s'arrêteront jamais », murmurai-je à Emma, qui était venue me soutenir à la galerie. « Ils veulent me détruire jusqu'au bout. Mais je n'étais plus la femme vulnérable de la soirée. Avec l'aide de Maître Clairaut, je contre-attaquai. Nous organisâmes une conférence de presse au Centre Pompidou, où M. Thompson et François Moreau présentèrent des certificats d'authenticité pour chaque œuvre. Ces accusations sont une tentative désespérée de la part de personnes malhonnêtes, déclara François, son ton vibrant d'autorité. La collection de Béatrice est l'une des plus exceptionnelles que nous ayons jamais vues. J'ajoutais, ma voix ferme, ceux qui cherchent à salir ma tante et moi ne réussiront pas. La vérité triomphe toujours. L'exposition intitulée Béatrice et les maîtres fut un triomphe. Les files d'attente s'étendaient sur des centaines de mètres, et les lettres d'amour de Béatrice à Picasso, découvertes dans ses archives, firent sensation. J'étais devenue une figure publique, une femme qui avait transformé l'humiliation en victoire, mais la colère restait là, tapie, alimentée par les dernières manigances de Daniel et Laura. Un soir, alors que je rentrais chez moi, je reçus un appel de Maître Clairaut. « Claire, Marc a été arrêté pour tentative de fraude. Il a avoué que Daniel et Laura l'avaient payé pour répandre ces rumeurs. » La nouvelle me laissa partager entre satisfaction et amertume. Daniel, désormais suspendu du barreau, vivait reclus, sa carrière en ruine. Sophie, abandonnée par Richard, avait disparu de Paris. Laura, ostracisée par la famille, vivait dans l'ombre de sa honte. Victor, lui, avait été radié pour ses malversations. Pourtant, une partie de moi se demandait si j'avais été trop dure. Puis je repensais aux lettres de Béatrice, découvertes dans ses archives, où elle me mettait en garde contre Daniel. « Ne laisse jamais un homme te voler ta lumière », écrivait-elle. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Je décidai de créer une fondation en son nom pour soutenir les jeunes artistes et préserver son héritage. Mon père, Emma et Isabelle devinrent mes piliers, m'aidant à construire cette nouvelle vie. Un jour, je reçus une lettre de Daniel. « Claire, » écrivait-il, « j'ai tout perdu, mais le pire est d'avoir perdu ton respect. Je ne te demande pas de me pardonner, mais de me laisser une chance de me racheter. » Je répondis, non par vengeance, mais par clémence, lui souhaitant de trouver la paix. Nous commençâmes à correspondre, doucement, comme deux âmes blessées cherchant à se comprendre. Un an plus tard, je croisai Daniel par hasard dans une librairie de Saint-Germain. Il était changé, plus humble, plus apaisé. Il m'apprit qu'il vivait en province, travaillant pour une association caritative. « Et toi? » Claire demanda-t-il. « Es-tu heureuse? » Je souris. « Oui, pour la première fois depuis longtemps. » Nous nous quittâmes en amis, un lien fragile mais sincère. En rentrant chez moi, je regardais Paris s'illuminer dans la nuit. Cette soirée, qui avait failli me détruire, m'avait libérée. J'étais Claire Dubois, une femme qui avait transformé la trahison en triomphe, la douleur en pouvoir et la colère en une vie nouvelle.
pleine de promesses. L'histoire de Claire, marquée par une trahison publique orchestrée par son mari Daniel, ses complices Sophie, Laura et Victor, est bien plus qu'un simple drame personnel. C'est une ode à la résilience, à la force intérieure et à la capacité de transformer l'humiliation en triomphe. À travers son parcours, on découvre des leçons universelles, profondément ancrées dans les valeurs de dignité, d'honneur et de justice, chères à la culture française. Cette histoire, digne d'un roman de Balzac ou d'un film de Claude Sautet, nous pousse à réfléchir sur l'amour, la trahison et la manière dont nous pouvons rebondir face à l'adversité. Voici mes réflexions sur cette saga captivante et les enseignements que nous pouvons en tirer pour nos propres vies. Tout d'abord, l'histoire de Claire met en lumière l'importance de l'authenticité et de l'intégrité dans les relations. En France, où l'amour et l'amitié occupent une place centrale dans la culture, la trahison est perçue comme une blessure profonde, presque un sacrilège. Daniel, en organisant une fête pour annoncer son divorce et présenter sa maîtresse, a non seulement brisé le cœur de Claire, mais il a aussi violé un pacte sacré, celui de la loyauté. Cette trahison publique, aggravée par la complicité de Laura et Victor, nous rappelle que les relations, qu'elles soient conjugales ou familiales, reposent sur la confiance. La leçon ici est claire dans nos propres vies. Nous devons chérir la transparence et le respect mutuel. Si une relation devient toxique ou mensongère, il est parfois préférable de s'en libérer, comme Claire l'a fait, plutôt que de s'accrocher à une façade illusoire. Ensuite, cette histoire souligne la puissance de la résilience face à l'adversité. Claire, face à l'humiliation publique, aurait pu s'effondrer, se complaire dans le rôle de la victime. Mais, comme une héroïne tragique à la française, elle a choisi de se battre. Sa colère, loin de la consommer, est devenue une force motrice. Elle a transformé sa douleur en action, s'appuyant sur l'héritage de sa tante Béatrice pour reprendre le contrôle de sa vie. Cette résilience est une valeur profondément enracinée dans la culture française, où des figures comme Jeanne d'Arc ou des intellectuels comme Simone de Beauvoir incarnent la capacité à défier les obstacles. Pour nous, cela signifie que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver en nous une force insoupçonnée. Que ce soit face à une rupture, une injustice au travail ou une trahison amicale, il faut apprendre à canaliser nos émotions pour avancer, comme Claire l'a fait avec l'exposition au Centre Pompidou. Un autre enseignement majeur concerne l'importance de l'entourage. Dans cette histoire, les figures comme Emma, le père de Claire, et Maître Claireau jouent un rôle crucial. Ils sont les piliers qui soutiennent Claire dans sa tempête. En France, où la famille et les amitiés fidèles sont des valeurs fondamentales, cet aspect résonne particulièrement. Emma, par son soutien indéfectible, et le père de Claire, par sa colère protectrice, rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. La leçon à tirer est de cultiver des relations sincères et de savoir reconnaître ceux qui nous soutiennent véritablement. À l'inverse, la trahison de Laura, la belle-sœur, montre que même les proches peuvent nous décevoir. Il est donc essentiel de savoir poser des limites et de s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs. Enfin, l'histoire de Claire nous enseigne l'importance de l'héritage, non seulement matériel, mais aussi spirituel. La tante Béatrice, avec sa collection d'art et ses lettres visionnaires, incarne une sagesse intemporelle. Elle a non seulement offert à Claire une fortune, mais aussi un modèle de force et d'indépendance. En France, où l'histoire et la culture sont des trésors nationaux, cet héritage symbolise la manière dont le passé peut nous guider vers l'avenir. Pour nous, cela signifie qu'il faut honorer les leçons transmises par nos aînés,
qu'il s'agisse de valeurs familiales, de passions artistiques ou de principes moraux. Claire, en créant une fondation pour soutenir les jeunes artistes, transforme cet héritage en une mission, un acte de générosité qui transcende sa douleur personnelle. Nous pouvons appliquer cela en donnant un sens à nos propres luttes, en transformant nos épreuves en projets qui bénéficient aux autres. Dans nos vies quotidiennes, ces leçons peuvent se traduire par des actions concrètes. Face à une trahison, nous pouvons apprendre à confronter nos émotions, à chercher la vérité et à nous entourer de personnes de confiance. Comme Claire, nous devons oser nous affirmer. Même lorsque le monde semble contre nous, cela peut signifier défendre nos droits au travail, mettre fin à une relation toxique ou poursuivre un rêve longtemps négligé, comme Claire l'a fait avec sa galerie. La culture française, avec son amour pour la justice et l'élégance dans l'adversité, nous encourage à agir avec dignité, mais aussi avec audace. En conclusion, l'histoire de Claire est un miroir de nos propres luttes, un rappel que la douleur peut être un catalyseur pour la transformation. Elle nous enseigne que la trahison, bien que dévastatrice, n'est pas la fin, mais le début d'une renaissance. Alors, mes amis, si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la colère de Claire ou admiré sa force, montrez votre soutien. Likez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'inspiration et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos récits. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous croyez en la vérité et en la résilience. Ensemble, célébrons ceux qui, comme Claire, transforment l'adversité en victoire. L'histoire de Claire, marquée par une trahison publique orchestrée par son mari Daniel, ses complices Sophie, Laura et Victor, est bien plus qu'un simple drame personnel. C'est une ode à la résilience, à la force intérieure et à la capacité de transformer l'humiliation en triomphe. À travers son parcours, on découvre des leçons universelles, profondément ancrées dans les valeurs de dignité, d'honneur et de justice. Chères à la culture française, cette histoire, digne d'un roman de Balzac ou d'un film de Claude Sautet, nous pousse à réfléchir sur l'amour, la trahison et la manière dont nous pouvons rebondir face à l'adversité. Voici mes réflexions sur cette saga captivante et les enseignements que nous pouvons en tirer pour nos propres vies. Tout d'abord, l'histoire de Claire met en lumière l'importance de l'authenticité et de l'intégrité dans les relations. En France, où l'amour et l'amitié occupent une place centrale dans la culture, la trahison est perçue comme une blessure profonde, presque un sacrilège. Daniel, en organisant une fête pour annoncer son divorce et présenter sa maîtresse, a non seulement brisé le cœur de Claire, mais il a aussi violé un pacte sacré, celui de la loyauté. Cette trahison publique, aggravée par la complicité de Laura et Victor, nous rappelle que les relations, qu'elles soient conjugales ou familiales, reposent sur la confiance. La leçon ici est claire dans nos propres vies. Nous devons chérir la transparence et le respect mutuel. Si une relation devient toxique ou mensongère, il est parfois préférable de s'en libérer, comme Claire l'a fait, plutôt que de s'accrocher à une façade illusoire. Cela nous pousse à examiner nos propres liens. Sommes-nous entourés de personnes sincères? Avons-nous le courage de confronter les mensonges, même lorsqu'ils viennent de ceux que nous aimons? Ensuite, cette histoire souligne la puissance de la résilience face à l'adversité. Claire, face à l'humiliation publique, aurait pu s'effondrer, se complaire dans le rôle de la victime, mais, comme une héroïne tragique à la française, elle a choisi de se battre. Sa colère, loin de la consumer, est devenue une force motrice. Elle a transformé sa douleur en action, s'appuyant sur l'héritage de sa tante Béatrice pour reprendre le contrôle de sa vie.
Cette résilience est une valeur profondément enracinée dans la culture française, où des figures comme Jeanne d'Arc ou des intellectuels comme Simone de Beauvoir incarnent la capacité à défier les obstacles. Pour nous, cela signifie que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver en nous une force insoupçonnée, que ce soit face à une rupture, une injustice au travail ou une trahison amicale. Il faut apprendre à canaliser nos émotions pour avancer, comme Claire le fait avec l'exposition au Centre Pompidou. Cette force intérieure nous invite à ne jamais baisser les bras, à transformer chaque épreuve en une opportunité de croissance personnelle. Un autre enseignement majeur concerne l'importance de l'entourage. Dans cette histoire, les figures comme Emma, le père de Claire, et Maître Claireau jouent un rôle crucial. Ils sont les piliers qui soutiennent Claire dans sa tempête. En France, où la famille et les amitiés fidèles sont des valeurs fondamentales, cet aspect résonne particulièrement. Emma, par son soutien indéfectible, et le père de Claire, par sa colère protectrice, rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. La leçon à tirer est de cultiver des relations sincères et de savoir reconnaître ceux qui nous soutiennent véritablement. À l'inverse, la trahison de Laura, la belle-sœur, montre que même les proches peuvent nous décevoir. Il est donc essentiel de savoir poser des limites et de s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs, mais quoi? Cela nous pousse à réfléchir qui sont nos véritables alliés. Sommes-nous capables de nous éloigner de ceux qui, comme Laura, cachent leur duplicité sous un masque de bienveillance? Enfin, l'histoire de Claire nous enseigne l'importance de l'héritage, non seulement matériel, mais aussi spirituel. La tante Béatrice, avec sa collection d'art et ses lettres visionnaires, incarne une sagesse intemporelle. Elle a non seulement offert à Claire une fortune, mais aussi un modèle de force et d'indépendance. En France, où l'histoire et la culture sont des trésors nationaux. Cet héritage symbolise la manière dont le passé peut nous guider vers l'avenir. Pour nous, cela signifie qu'il faut honorer les leçons transmises par nos aînés, qu'il s'agisse de valeurs familiales, de passions artistiques ou de principes moraux. Claire, en créant une fondation pour soutenir les jeunes artistes, transforme cet héritage en une mission, un acte de générosité qui transcende sa douleur personnelle. Nous pouvons appliquer cela en donnant un sens à nos propres luttes, en transformant nos épreuves en projets qui bénéficient aux autres. Cela peut être aussi simple que partager nos expériences pour inspirer, ou aussi ambitieux que lancer une initiative qui reflète nos valeurs. Dans nos vies quotidiennes, ces leçons peuvent se traduire par des actions concrètes. Face à une trahison, nous pouvons apprendre à confronter nos émotions, à chercher la vérité et à nous entourer de personnes de confiance. Comme Claire, nous devons oser nous affirmer, même lorsque le monde semble contre nous. Cela peut signifier défendre nos droits au travail, mettre fin à une relation toxique ou poursuivre un rêve longtemps négligé, comme Claire le fait avec sa galerie, la culture française, avec son amour pour la justice et l'élégance dans l'adversité, nous encourage à agir avec dignité, mais aussi avec audace. L'histoire de Claire nous rappelle également que la vengeance, bien que tentante, n'est pas toujours la réponse. Sa décision de pardonner partiellement à Daniel, tout en se concentrant sur son propre avenir, montre une maturité que nous pouvons imiter. Parfois, la meilleure revanche est de vivre pleinement, librement, et de laisser les traîtres face à leurs propres échecs. En conclusion, l'histoire de Claire est un miroir de nos propres luttes, un rappel que la douleur peut être un catalyseur pour la transformation. Elle nous enseigne que la trahison, bien que dévastatrice, n'est pas la fin, mais le début d'une renaissance. Alors, mes amis, si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la colère de Claire ou admiré sa force, montrez votre soutien. Likez cette vidéo,
Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'inspiration et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos récits. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous croyez en la vérité et en la résilience. Ensemble, célébrons ceux qui, comme Claire, transforment l'adversité en victoire. Gan.